Après la naissance d'un bébé, les parents sont souvent sur un petit nuage. Mais rapidement, le quotidien change. Les nuits sans sommeil, le manque de temps pour soi, les doutes et presque inévitablement les tensions entre parents. Dans cette deuxième saison d'Ex-Utéro, le podcast signé L'Essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous parlent des bouleversements engendrés par l'arrivée d'un bébé. Cécile n'avait qu'une hâte, rentrer à la maison après 6 jours à la maternité. Mais passer de 2 à 3 n'est pas évident. Comment alors faire en sorte que tout le monde trouve sa place ? Comment s'appuyer sur l'autre et lui faire comprendre ses besoins ? Moi, toute la difficulté, c'est que j'ai démarré seule avec Gabrielle la maternité pendant 6 jours non-stop avec elle. Et qui, James, au final, a eu un décalage de plus d'une semaine pour lui apprendre à la connaître, puisque les conjoints n'avaient pas le droit de rendre visite. Donc moi, j'avais peut-être un peu le réflexe mauvais, mais peut-être trop automatique, de dire non mais tu vois, elle réagit comme ci, comme ça, parce que on a un peu tendance trop à vouloir faire comme nous on pense savoir faire, alors qu'on apprend à devenir parent. Quand on est maman, c'est qu'on a peut-être ce surbesoin de vouloir tout contrôler, regarder et pas se lâcher prise. On s'en fout si le papa fait pas les soins comme la maman, tant que l'enfant a tout ce qu'il faut. Et c'est peut-être là la difficulté première pour que le papa puisse prendre toute sa place, c'est comment on construit, on démarre notre nouvelle vie de famille à 3. Même si il a pu me voir fatiguée quand physiquement on a les cernes et les yeux rouges, le corps ne ment pas. Mais je sais pas si au fond un papa peut vraiment comprendre toute la fatigue qu'on traverse. J'avais beau lui dire que j'étais épuisée, mais comme je continuais à faire des choses, il me disait au final t'es pas si épuisée que ça. Mais je sais pas, on a cette espèce de feu en nous où il faut quand même quelque part que la maison soit entretenue, que les choses soient faites, que des lessives soient lancées, et on se retrouve un peu dans un piège où quelque part oui, si on était vraiment épuisé, on devrait s'écouter, rester sur le canapé allongé avec son enfant à pouponner. Et peut-être les femmes de notre génération, on se met trop de pression et trop de poids à tout vouloir gérer. Pourtant je pense qu'on a des hommes et des papas aujourd'hui qui sont plus investis qu'il y a peut-être 20 ans. On a beau se préparer avant sur ce qu'on appelle le 4e trimestre, c'est-à-dire le postpartum. On nous dit toujours faut l'anticiper, il faut préparer des repas congelés pour manger après parce qu'on n'a pas le temps de manger. Il faut qu'être allongé dans un lit et ne rien faire. J'étais vraiment dans l'échec de moi manger, enfin du coup je le faisais pour elle. Moi je m'oubliais aussi sur le fait de manger, mais en même temps tout était lié parce que si je mange pas beaucoup et qu'elle tète, du coup moi aussi je lui transmets tout ça. Quand en fait on choisit d'allaiter sur le long terme, en fait le temps est complètement mis en suspens. Même si là on est avec le papa, on reste quand même dans un duo très, très fort. Après, il faut justement apprendre à faire en sorte de faire rentrer le papa dans ce duo. Parce que là, oui, le papa aide sur prendre le relais, sur bien sûr faire à manger, faire en sorte que le quotidien soit le moins fatigant pour la maman. Bon, on n'y arrive pas forcément dans l'absolu. C'est jamais peut-être assez au final pour la maman. Moi c'était toute ma difficulté avec Gabrielle à la maternité, c'est que j'avais hâte de revenir ici pour un peu prendre soin de moi, prendre le temps de prendre une douche, me laver les cheveux, et quand bien même je l'allaitais ici, c'était encore dur d'essayer de réclamer à James, là j'ai besoin d'avoir un temps pour aller prendre une douche, mais dès que je déconnectais Gabrielle de moi, tout de suite c'était des pleurs. 2 minutes, 3 minutes pour un nourrisson détaché de sa maman quand on allaite, c'est 3 minutes, 4 minutes de pleurs hyper longues. La notion du temps, en fait, est complètement différente. Sans sommeil ou sans aide supplémentaire, c'est ça qui donne une addition salée sur la fatigue et le quotidien. Tout est quand même très long les premières semaines. Peut-être que le plus dur, par exemple, j'aurais imaginé quand j'allais accoucher que mes parents soient là et que de faire un gros câlin à mes parents, du bonheur, de fait aussi qu'ils soient devenus grands-parents, et ça... En fait, le Covid nous a volé ces moments-là, et c'est là où j'appelle ça cette détresse un peu psychologique qui était dure quand même. Le manque de contact, de câlin en dehors de son conjoint, le manque de
oui, d'affection en fait, parce qu'on a envie d'extérioriser aussi, de parler. Et au final, on n'a pas le temps, parce que le focus est mis sur son enfant. Mais c'est un besoin nécessaire avant de péter un plomb dans sa tête. Je devais reprendre le travail en juillet, j'étais pas prête. J'ai demandé à mon employeur des congés supplémentaires, mais bon, ils n'étaient pas extensibles, donc j'ai pu rallonger que d'1 mois et demi. J'ai dû reprendre à 3 mois et demi. Mais non, ça a été très dur, parce que déjà il faut une transition aussi, d'essayer de décrocher de son enfant. J'étais dans une mission pour un média, de continuer aussi à tirer mon lait au sein même du média entre midi et 2, sauf que la charge du travail faisait que, au final, j'ai dû me contraindre à me dire « Bon bah c'est bon, j'ai pas le temps, ça ne coïncide pas avec la journée de travail, ce n'est pas du tout adaptable ». Il y a plein d'ambivalences comme ça qui vont pas et qui font que le quotidien redevient stressant, lourd, fatigant. Et en fait, on est tout le temps pris dans un tsunami des zones de turbulence, de fatigue continue. Même si on est motivé à retourner travailler, ça fait du bien aussi intellectuellement, mais il y a quand même toute l'autre partie qui est pas évidente. Quand elles sont arrivées toutes les deux à la maison, oui, j'ai quand même essayé. D'ailleurs, on avait notre rituel, c'est moi qui la faisais dormir en général la plupart du temps. C'était toujours comme ça. Quand Cécile arrêtait l'allaitement, c'est moi qui la faisais dormir tout le temps. Donc le biberon, c'était pour moi, c'était mon moment avec elle. Donc tous les soirs, c'était mon moment à ma fille et moi. Et ça, j'adorais. Et au final, j'ai commencé à créer un lien avec elle. Et il y a des soirs où c'est sûr que c'est moi qu'elle veut, en fait, pour prendre son biberon. Donc j'ai eu ma place très rapidement. Cécile, en tout cas, c'est pas... On va dire, c'est pas une femme qui accapare, on va dire, le bébé et du coup ne donne pas la possibilité au papa d'être présent. Quand Gabriel est né, j'étais dans un cabinet et j'étais en train de partir pour pleine raison. J'ai un peu plus de temps, j'avais la possibilité de faire des choses avec elle, d'alléger un peu autant que possible, évidemment, d'aider sur tout ce qui est charge à la maison, etc. Et puis, la chance, c'est qu'on est en télétravail. Donc, ça aide un peu. Mais non, c'est vrai que Cécile, à ce moment-là, elle était, on va dire, beaucoup plus seule en responsabilité par rapport à la petite. Et puis, après, je suis reparti dans le monde professionnel avec, on va dire, à 100 à l'heure. Donc, beaucoup plus chronophage. On va dire, j'avais moins de dispo. Donc j'essaie en tout cas de m'organiser pour pouvoir quand même continuer à être là. Et je sais que c'est pas facile, hein. Par exemple, en ce moment, c'est plutôt Cécile qui l'envoie à la crèche les matins et qui la récupère d'ailleurs le soir parce que je peux pas. Donc quand j'arrive justement à m'organiser pour être en télétravail, j'essaie quand même de prendre le relais, j'essaie d'être un peu présent. Comme dans tout fonctionnement en couple, il y a des hauts et des bas, donc je me dis que c'est des phases. Donc quand c'est bas, c'est des phases. Évidemment, il faut prendre sur soi. Et puis, évidemment, dans certains cas, j'ai l'impression que je ne comprends pas forcément ou j'écoute pas assez, évidemment, ma compagne. C'est sûr on n'est pas forcément parfait. Là-dessus, c'est sûr que je dois m'améliorer en fait, sur certains points. En réalité, on n'a pas vraiment le temps de parler, pas vraiment le temps de communiquer. Et quand on communique mal en général. Ce qui est dommage, ce qui est malheureux, c'est quand on communique, c'est plutôt en mode reproche. Et ça, je conseille pas. Prendre le temps d'avoir une vraie conversation, une vraie communication, je pense que c'est important. Sinon, oui, c'est l'effet inverse en fait qu'on a comme résultat. Et du coup, on peut pas comprendre vraiment. C'est-à-dire que je me suis jamais posé avec Cécile pour qu'elle m'explique concrètement ce qui est récent, comment elle va. Après oui, je lui pose quand même des questions pour savoir comment elle va, mais on n'a pas le temps justement d'aller un peu plus dans les détails. Aujourd'hui,
une masse d'informations, donc Internet, les livres, etc., qui sont souvent même contradictoires, c'est-à-dire la façon dont il faut faire, il faut s'occuper d'un enfant, il y a tellement d'informations, on ne sait pas en fait où sont les bonnes infos, quoi faire, donc on est un peu livré à nous-mêmes. Et évidemment, il faut avoir assez de recul en fait pour pouvoir faire ce qu'il faut. Parce que ça, pour moi, c'était un peu ça aussi la difficulté, c'est que on a trop d'experts et en fait, à la fin, on sait pas quoi faire. Donc, dans ces cas-là, évidemment, ce qu'on a fait, c'est revenir aux sources. Il faut appeler les parents, faut appeler les gens qui ont un vrai retour d'expérience, des amis qui ont vécu ça, mais qui sont vraiment honnêtes. Parce qu'évidemment, les gens n'osent pas forcément tout dire. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider. Oui. Sur le plan physique, c'est dur quand même. Même 21 mois après, je pense que j'en ai encore les séquelles. Sur le plan psychologique aussi, c'est dur, parce qu'on prend sur soi. Donc toute cette période-là où elle a été atrocement dure, psychologiquement, seule, mais je pense que le plus beau résultat, c'est de se dire Gabriel, au final, a manqué de rien. Bon, on était tellement content, évidemment, de voir Gabriel que ça donne, on va dire, une énergie, on va dire une sorte de force surhumaine, qui fait qu'on accepte beaucoup de choses, on est prêt à beaucoup de sacrifices. On sacrifie évidemment le couple, on sacrifie un peu, on se sacrifie personnellement aussi. Si j'ai des choses à livrer au boulot, on va dire c'est moins prioritaire par rapport à la vie de ma fille, c'est sûr que ça se discute même pas. On se sacrifie aussi sur un petit peu sa santé, sur son bien-être, son épanouissement, sur la partie aussi loisirs, clairement. Enfin, peut-être que on est trop parents, mais je ne suis absolument pas allée au cinéma depuis que Gabriel est né, par exemple. Je me le suis pas du tout réautorisée. Mais je pense que c'est peut-être aussi une erreur. Si jamais demain je suis de nouveau maman, peut-être réapprendre à être plus égoïste au final. Parce que il faut faire au jour le jour, il faut foncer. En fait, on puise en nous. C'est là où, au final, je trouve que nous, les femmes, on a quand même cette force-là. Des fois, on a l'impression qu'on peut ne pas avoir confiance en nous, ne pas y arriver. Mais au final, on a des forces dont on n'imagine pas puiser. On n'a pas pris une feuille avec un stylo en notant un certain nombre de choses à faire. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus ou moins naturelles, on va dire, puisque évidemment Cécile allaitait, donc c'est elle qui faisait dormir bébé à l'époque. Donc automatiquement, moi, il fallait que je fasse à manger. Donc voilà, il y a des choses en fait où on n'a pas besoin de trop parler, mais on le comprend, c'est ce qu'il faut faire. Au final, on a beau le dire qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes, des fois on devient le contraire de ce qu'on s'est dit en disant oui, je vais être patient, je vais être compréhensif, je vais être à l'écoute. Quand Gabriel commençait à reprendre les biberons, il y a plein de fois où j'avais l'impression qu'on devenait comme des enfants à dire ah non mais moi je l'ai fait plus que toi, c'est à toi de le faire, non mais moi je suis fatiguée, donc c'est à toi. Mais le truc complètement classique où on a l'impression de compter des points et du coup c'est nul, c'est moche, mais je pense qu'on peut pas l'empêcher ça, parce que c'est humain des fois de se dire non mais là je m'écoute, là je suis crevée et limite tant pis, là j'ai envie de dormir, tu te débrouilles. Donc on se renvoie un peu la balle comme ça. On va dire c'est quelque chose qui est toujours amélioré, voilà. Je ne suis pas dans une logique où je vais compter le nombre de points durs, le nombre de difficultés, même si ça existe. Après l'inconvénient c'est que souvent je les vois pas, parce que je me dis c'est pas bien grave, c'est pas grave, mais du coup on prend pas le temps de voir en fait. Peut-être ça le risque qui peut avoir à raisonner comme je le fais. Mais dans la transformation, en devenant parent, là où c'est dur, c'est... Enfin, pour ma part, c'est que j'ai plus la même patience sur des trucs qui me crispaient avant. Et malheureusement, des fois, on appelle ça justement le baby clash souvent. Il y a des couples qui s'en sortent séparés parce qu'on se transforme tellement dans notre identité aussi. Qu'on peut ne plus accepter en fait les défauts de l'autre. C'est un réajustement en permanence et ça prend énormément de temps et d'énergie aussi. Il y a quelque chose qui plombe, je pense, tous les couples aujourd'hui, qui change par rapport aux générations d'avant. C'est tout ce qu'on appelle un peu la charge mentale, la charge émotionnelle. Parce que je pense qu'avant, nos mères acceptaient beaucoup de choses et nous, on est peut-être la génération où on se dit non, c'est bon. Il faut aussi apprendre un peu à déconstruire comment on a grandi, comment on a vu nos parents. C'est vrai qu'on a plus ou moins tendance naturellement à vouloir recopier, on va dire, le modèle précédent. Si on faisait ça, je pense que ça ne marcherait pas.
Après, bon oui, je pense qu'il y a eu des tensions sur ces 2 points-là, c'est-à-dire sur, on va dire, les rôles, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire, et aussi sur la façon d'élever Gabriel, quoi lui donner, comment l'accompagner, etc. Mais il faut toujours dire, ça va finir par se passer, on va s'améliorer, on va grandir. Mais c'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de patience, je trouve. C'est ça qui est dur. Oui, c'est sûr que Gabriel est venu, ça a changé nos vies. Mais comme je disais, ça nous a apporté beaucoup de bonheur. En fait, je serais prêt à faire plein de choses pour Gabriel. Donc évidemment pour Gabriel et implicitement pour la mère de Gabriel, parce que c'est elle qui m'a permis d'avoir ce bébé-là. En fait, moi, je le vois plutôt dans l'autre sens. Dire comment, justement, on doit, à partir de Gabriel, construire maintenant le futur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'on prend le temps de prendre la parole sur ça. Avant, la maternité ou la parentalité, peut-être qu'on l'a mystifié trop, en disant c'est que du bonheur ou autre. Bien sûr que c'est cette ambivalence-là qui est ultra forte, mais je pense que là où on est aligné, c'est que, oui, elle nous porte et on veut faire au mieux pour elle. Et c'est le plus beau spectacle, la plus belle chose que j'ai vue sur cette terre depuis que je suis là. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.